Nous abordons donc maintenant la deuxième table ronde de cet après-midi, la dernière, qui est consacrée aux dynamiques et aux pratiques des négociations de branche. Alors, pour ouvrir cette deuxième table ronde, je voudrais évoquer mon expérience du rôle de la branche comme directeur des relations du travail pendant 8 ans. J'ai été très frappé, quand j'étais DRT, du fait que j'étais saisi par de très nombreuses fédérations professionnelles, donc des organisations patronales, de demandes pour étendre vite, des avenants ou des accords collectifs qu'elles avaient signés. Pourquoi ? Parce que la procédure d'extension des accords de branche permet de garantir l'égalité de concurrence entre les entreprises d'une même branche et l'absence de dumping social. Les entreprises d'une branche sont prêtes à accepter des avancées sociales, mais à une condition, à condition qu'elles soient appliquées par tout le monde. La procédure d'extension des accords de branche joue donc, à mes yeux, un rôle fondamental dans la régulation de nos relations sociales, en garantissant l'absence de dumping social. C'est pourquoi je trouve, à titre personnel, très regrettable que des économistes aussi brillants, que d'ailleurs j'admire par ailleurs, que Pierre Cahuc et André Zilberberg, aient engagé une véritable croisade, le mot n'est pas trop fort, contre la procédure d'extension des accords collectifs, sous prétexte que cette procédure porterait atteinte à la libre concurrence entre les entreprises. Cela témoigne, à mon avis, d'une méconnaissance profonde de nos relations sociales. Et sur le plan économique, j'observe que la procédure d'extension des accords de branche existe aussi en Allemagne. Elle est moins développée qu'en France, mais elle existe en Allemagne, qu'on nous cite quand même, pays qu'on nous cite souvent en exemple, et qu'elle n'a jamais fait l'objet en Allemagne d'une contestation sur le plan économique. Et je donne maintenant tout de suite la parole à Madame le professeur Bétou pour son rapport sur les dynamiques contemporaines du dialogue social. Merci beaucoup pour cette invitation et bravo à tous et toutes d'être encore là après cette journée qui a déjà été quand même extrêmement dense jusqu'à maintenant. Donc je suis très, très heureuse d'avoir écouté tout ce que j'ai entendu depuis ce matin et de pouvoir intervenir à mon tour rapidement puisque le temps commence à être compté et de le faire à un double titre. Depuis ce matin, il y avait cette distinction entre les praticiens et les sachants. Alors je pense qu'effectivement mon titre de professeur des universités me place du côté des sachants, mais contrairement à celles et ceux qui sont intervenus ce matin, je ne suis pas juriste, je suis sociologue. Et donc, c'est en sociologue que je vais intervenir. Et de ce fait, évidemment, j'ai beaucoup appris ce matin du point de vue du droit, qui m'intéresse, mais que je ne connais pas et que je ne pratique pas de si près. Et je suis contente qu'on puisse aussi regarder les choses du point de vue de la sociologie. Philippe Vivien disait ce matin, la branche n'est pas qu'un objet juridique. Et effectivement, je pense qu'elle est aussi un objet sociologique. Et même si nous sommes peu nombreux et nombreuses en sociologie à nous intéresser à cet objet singulier, je crois que c'est important de le faire aussi. Par ailleurs, ce matin, Jean-Pierre Fine disait ce qui compte, ce sont les acteurs. Et effectivement, les acteurs, c'est le prisme, l'entrée par lequel la sociologie s'intéresse à ces enjeux, plus que les dispositifs juridiques qui peuvent nous occuper. Je disais, je suis heureuse d'être là aussi donc un double titre, d'abord comme sociologue qui s'intéresse au développement du dialogue social, de la négociation collective, et par ailleurs parce que je suis membre, je pense que c'est ce qui me vaut aussi cette invitation, du groupe d'experts sur l'analyse des effets économiques et sociaux de l'extension des accords de branche depuis 2022, donc dans sa nouvelle composition. Donc je vous propose deux séries d'observations qui sont parfois des réflexions sans forcément de conclusion totalement aboutie, mais deux séries de réflexions à partir de ces deux casquettes, d'abord comme sociologue, analyste des développements du dialogue social, et ensuite je vous dirai quelques mots des travaux du groupe d'experts et de la façon notamment dont on travaille. Alors sur le premier point,
je partage totalement ce qui a été dit depuis ce matin, c'est-à-dire l'importance du sujet qui nous occupe, de la négociation de branche d'une part, de l'enjeu de ces restructurations dont on parle depuis ce matin. Je suis convaincue de l'intérêt et de l'importance de ce sujet, dû aussi ma présence ici aujourd'hui. Mais je dois dire que je suis assez frappée quand je regarde et lis ce qui s'écrit en sciences sociales, en dehors du droit, sur le sujet des branches, par le fait que la question, l'enjeu de cette restructuration des branches, qui a pourtant 10 ans, reste extrêmement secondaire, voire largement absente dans un certain nombre d'analyses de sciences sociales qui prennent les dynamiques contemporaines du dialogue social pour objet. Classiquement, et en écho, bien sûr, à l'architecture juridique des niveaux de négociation, l'analyse en sociologie aussi a porté sur l'articulation entre le niveau de la branche et celui de l'entreprise. C'est une question très classique, très travaillée, que vous connaissez parfaitement, qui bien sûr a été réactivée ces dernières années par le développement de la négociation d'entreprise autour de cette double question, savoir quelle place pouvait revenir à la négociation de branche dans un système de plus en plus décentralisé, est-ce que la branche compte encore, et déterminer dans quelle mesure et de quelle façon la branche pouvait servir de référence pour les négociations d'entreprise, puisque la branche compte encore, comment joue-t-elle alors ? Dans cette perspective, il y a, je trouve, une tendance assez marquée dans ces travaux de sciences sociales à faire comme si la dynamique se trouvait aujourd'hui du côté de la négociation d'entreprise et comme si les transformations de la place et du rôle des négociations de branche ne pouvaient alors d'être appréhendées qu'à l'aune de ces négociations d'entreprise et non pas du tout pour elles-mêmes. Alors, je force volontairement un peu le trait, mais ça me paraît tout de même assez marquant dans ces travaux. Et tout ce que l'on évoque depuis ce matin montre bien qu'il y a un intérêt à regarder aussi ce qui se joue au niveau des branches pour elles-mêmes, et pas simplement comme un miroir des développements qui s'observent au niveau de l'entreprise. Alors, effectivement, il me paraît assez évident aussi depuis ce matin que ce qui importe, c'est d'étudier le processus de restructuration des branches et non pas simplement son résultat, que sont ces conventions redéfinies ou fusionnées. Il me paraît important d'insister sur cette question qui nous a déjà bien occupés, parce qu'effectivement, si on s'intéresse au processus de restructuration, de regroupement des branches, eh bien, ça nous amène, y compris en sociologue, à soulever de toute autre question que la simple question de l'articulation, de la concurrence ou de la complémentarité entre régulation de branche et régulation d'entreprise. Ça va rejoindre des éléments qu'on a déjà évidemment soulignés à cette heure de la journée, mais il me semble qu'effectivement, si on s'intéresse au processus de restructuration, eh bien, ça nous oblige au moins à évoquer 4 grands registres de questions qui, encore une fois, ont déjà été mentionnés. Première question, évidemment, celle des contours de la branche, de sa définition, en lien avec là ou les activités économiques qu'elle englobe et dont nous avons déjà largement parlé. Le deuxième point, qui là aussi a été évoqué, mais qui est extrêmement important, je pense, dans une perspective de sociologie de la négociation, l'enjeu de la recomposition des identités professionnelles qui structurent ces branches. Ça a été évoqué de façon très parlante, j'ai trouvé ce matin, à propos de cet exemple du vitrail et du verre, où on voit bien que ce sont, au-delà de la question de la légitimité juridique à représenter ces acteurs, c'est bien un enjeu de légitimité aussi professionnelle, d'identité professionnelle, qui s'ancre dans des histoires longues et qui joue un rôle fondamental pour comprendre ces rapports de force ou ces relations qui se restructurent. La troisième question, évidemment, qui est centrale, c'est celle de l'organisation ou de la réorganisation des acteurs collectifs, qu'ils soient patronaux ou syndicaux, dans ces espaces recomposés, et ça vient d'être évoqué, celle de leur capacité d'action. Enfin, il me semble important aussi, si on s'intéresse donc à ce processus de restructuration, eh bien, ça a été évoqué très clairement dans la dernière table ronde, de ne pas oublier effectivement les dynamiques historiques qui ont précédé ces accords regroupés ou refusionnés. On l'a dit très clairement avec ces enjeux de dispositions transitoires, mais ça va bien, il me semble-t-il, au-delà de ça. Et par rapport à cela, je me faisais cette réflexion ce matin, on avait commencé en se disant finalement, est-ce que ce mot de restructuration, effectivement assez anxiogène, connoté négativement, est bienvenu ? Et ce matin, j'étais plutôt d'accord pour dire oui, c'est vrai qu'on pourrait peut-être plus trouver autre chose. Et en fin de journée, je me dis en fait non, c'est bien d'affronter le terme et de se dire que oui, c'est bien de restructuration dont on parle, c'est bien de fusion dont on parle, et peut-être que c'est
plutôt que d'aller chercher des euphémismes, des périphrases, comme on a pu le faire d'ailleurs parfois dans le monde de l'analyse des restructurations industrielles, où on va parler, c'est du changement dont on parle, c'est pas d'une restructuration industrielle, finalement d'affronter le terme, d'affronter le mot, c'est peut-être important, à la fois pour inciter à négocier, effectivement, comme on l'a évoqué, mais aussi parce que c'est une façon de renvoyer à ce que l'on sait, effectivement, très bien, à propos des phénomènes de restructuration industrielle, par exemple, ou de fusion dans le monde économique, c'est que même si une fusion se passe bien, même si elle se passe en bonne entente, elle ne fait pas table rase du passé. Et évidemment, on vient de l'évoquer dans la table ronde précédente, les cultures, les identités professionnelles restent prégnantes, même quand tout se passe bien de ce point de vue-là. Et donc, c'est peut-être important finalement d'affronter ce terme de restructuration ou de fusion pour le prendre au sérieux et de tenir compte aussi de ces dynamiques historiques. Alors, je le disais, et le phénomène, d'une certaine façon, est aussi encore peut-être un peu nouveau, mais encore peu de travaux en sociologie ou en sciences sociales plus largement qui affrontent cette question des restructurations. En même temps, la question des dynamiques des branches, malgré tout, intéresse un certain nombre de sociologues. Mais ce qui est assez frappant, si on fait une petite revue de littérature rapidement, c'est de voir effectivement ce qui retient surtout l'attention, c'est quand on a la structuration nouvelle d'un secteur, d'une branche, qui échappait jusque-là aux régulations sectorielles. Je pense aux travaux de Sébastien Fleuriel sur la Convention collective nationale du sport, par exemple, aux travaux de Simon Cotin-Marx sur la branche des activités sanitaires sociales à but non lucratif, sur le secteur de la course urbaine, qu'ont étudié mes collègues Marnix Dressen ou Arnaud Mias, par exemple. On trouve aussi des travaux quand le primat de la branche est avéré sur des négociations d'entreprise qui sont moins affirmées dans certains secteurs particuliers. Et je pense là, par exemple, aux travaux de Samuel Zarka sur la nouvelle convention collective du cinéma. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que dans ces travaux-là, effectivement, on va s'intéresser à la structuration d'une nouvelle branche, à une nouvelle organisation au niveau sectoriel. Mais il me semble, pour les raisons que je viens rapidement d'évoquer, que c'est une question quand même un peu différente que celle de la restructuration des branches, qui, comme on vient de le voir tout au long de la journée, doit composer avec ces paramètres anciens qui continuent à avoir une importance fondamentale. Donc pour cette raison, vous l'aurez compris, il me semble important de remettre, en tout cas de mettre ce sujet de l'étude des restructurations des branches au premier plan. Je ne suis pas loin de rejoindre Alexis Bugada en pensant que c'est effectivement une des réformes majeures, centrales, et qu'il convient de le dire. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut aussi, d'un point de vue, disons, analytique, inverser un peu la perspective, en tout cas de ce que je vois dans le champ des sciences sociales. La perspective la plus souvent retenue aujourd'hui, on va partir de l'entreprise et puis on va se demander ce qui reste de la branche. Je pense qu'il y a quand même aussi un intérêt à regarder ce qui se joue au niveau des branches et d'importer ces réflexions pour comprendre aussi ce qui se joue au niveau de l'entreprise. J'en prendrai 3 illustrations qui mériteraient d'être creusées au point de vue de l'analyse, mais qui est des choses qui m'ont traversé l'esprit et qui m'ont frappé. Premier point, j'ai été frappée dans la journée, là aussi aujourd'hui, par finalement la coexistence de 2 registres lexicaux. Quand on parle de la branche, depuis ce matin, on parle vitalité de l'activité conventionnelle. Il a été parlé ce matin, mentionné un champ conventionnel vivant. Par opposition, on a parlé de convention en état de mort clinique, on a parlé de branche morte, etc. Donc on a tout un registre lexical de la vie, de la mort, de la vitalité, de la santé des branches qui me paraît très prégnant et qui me paraît assez intéressant à souligner. À côté de ça, on le sait, il y a des débats aujourd'hui importants qui concernent le dialogue social et en particulier le dialogue social en entreprise. Et là, on parle, je trouve, pas vraiment de vitalité du dialogue social. On parle le terme qui fait aujourd'hui débat, discussion dans différents cercles, etc. C'est le terme de qualité du dialogue social. Un terme extrêmement complexe sur lequel la définition du terme, les enjeux de sa mesure restent largement controversés et débattus, qui est loin de faire l'unanimité. Mais je trouve que ces 2 registres lexicaux, celui de la vitalité d'un côté et celui de la qualité de l'autre, nous emmènent finalement sur des façons de raisonner sur ces 2 niveaux qui sont assez différents. Je n'ai pas de conclusion complètement tranchée sur le coin, mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir, en particulier quand on s'intéresse à la question de la qualité du dialogue social. J'ai fait une petite travailler un peu sur l'histoire du concept. Et bien, souvent, on va l'opposer effectivement à l'idée d'un
dialogue social de bonne qualité, c'est un dialogue social qui s'opposerait à un dialogue social qui serait fin, qui serait factice. Donc l'idée qu'il y aurait quelque chose de faux dans lequel les acteurs ne joueraient pas véritablement le jeu qui serait présent. Et il me semble que c'est pas tout à fait la même chose quand on parle de vitalité du dialogue social sectoriel ou de la négociation de branche ici en l'occurrence, où on voit bien que l'enjeu, c'est effectivement que de faire le pari que ces acteurs effectivement sont engagés dans ces négociations de branche, que d'une certaine façon on sait que les résultats ne seront peut-être pas toujours optimaux ou parfaitement satisfaisants pour l'ensemble des parties prenantes à la négociation, mais où ce champ, effectivement, cette activité conventionnelle reste vivace et active. La deuxième remarque que je trouve qu'on pourrait gagner à rapprocher les réflexions sur ces deux espaces de la branche et de l'entreprise, on l'a très bien vu là aussi, me semble-t-il, depuis ce matin, c'est que l'appui de l'État à la négociation de branche et en l'occurrence à la restructuration apparaît tout à fait essentiel. Et là aussi, je trouve que ça pourrait être intéressant, puisque ça a été souligné aussi du côté de la négociation d'entreprise, pour lequel on a parlé de négociation administrée, mais c'est un terme qu'on n'a pas retrouvé comme tel pour le niveau de la branche. Et là aussi, je pense qu'il pourrait y avoir intérêt à décloisonner l'analyse des deux espaces et à les confronter. Et troisième point, rapidement, qui renvoie cette fois-ci à ce qu'on a aussi évoqué ce matin, c'est-à-dire le mouvement de regroupement de conventions locales en une convention nationale. Et bien là aussi, peut-être qu'il peut y avoir un parallèle intéressant à faire avec le mouvement de centralisation des négociations qu'on observe dans un certain nombre de grands groupes d'entreprises et qui, pour le coup, a beaucoup retenu l'attention d'un certain nombre de sociologues. Alors, au-delà de ces quelques observations un peu décousues, mais que la journée d'aujourd'hui m'a suscité, je voudrais dire effectivement, pour terminer, quelques mots du groupe d'experts qui a été mentionné ce matin par Christophe Rouin, je crois, sur donc, la façon dont nous travaillons au sein de ce groupe. Et je voudrais faire trois séries de remarques. Donc le groupe d'experts, comme vous le savez, il est en place depuis 2018. Sa composition a été renouvelée en 2022. Il travaille sous la présidence de Sébastien Roux, inspecteur de l'INSEE, et il rassemble 4 membres en dehors de Sébastien Roux. Donc c'est un petit groupe, 3 universitaires en droit, Julien Eckard de l'université Panthéon-Assas, en économie, Dominique Meurs de l'université Paris-Nanterre, moi-même en sociologie, et un représentant de l'autorité de la concurrence qui est aujourd'hui Thibaut Berger. Nous nous réunissons, nous échangeons tous les mois à peu près, donc nous avons pour l'instant, le groupe a pour l'instant émis 13 avis, a été saisi 14 fois. Un avis est en cours d'instruction qui concerne la branche des transports, dont je crois certains représentants étaient là, en tout cas ce matin, et encore cet après-midi, et dont l'avis devrait bientôt être rendu. Alors, première remarque, effectivement, sur quelle place occupent les restructurations de branches dans les travaux du groupe. Je viens de le dire, 13 avis ont été rendus par le groupe depuis sa création et 3 seulement ont porté sur des cas de restructuration de branches. Donc c'est important quand même de souligner que ces situations de branches restructurées sont pour l'instant minoritaires dans ce que le groupe a eu à examiner suite à une saisine. Ces 3 saisines qui portaient sur des accords, sur des conventions restructurées émanaient du ministère du Travail pour 2 d'entre elles et d'une organisation professionnelle dans le 3e cas. Dans ces 3 cas, le groupe n'a pas émis de réserve quant à l'extension des accords, même si, comme ça a été souligné ce matin, effectivement, dans le cas du rapprochement entre l'hospitalisation privée et le thermalisme, il y a eu cette réserve qui a été, ce commentaire qui a été fait sur la nécessité de rapprocher les dispositions. Et je crois que vous mentionniez ce matin, Monsieur Frouin, que le groupe n'a pas les moyens en fait, de contrôler ensuite ou de suivre cette application, ce qui est effectivement tout à fait le cas, mais qui n'est effectivement pas son rôle, puisque c'est simplement un avis purement consultatif que nous pouvons de ce point de vue rendre. Donc, les restructurations des conventions sont des cas minoritaires, mais je tenais à souligner que le groupe, dans sa composition actuelle, a choisi de s'autosaisir sur cet enjeu de la restructuration des branches. Et donc, effectivement, entre 2 saisies, nous nous sommes saisis de cet enjeu, cette question qui nous paraît en effet centrale. Et donc, nous avons dédié plusieurs séances de travail à l'examen de divers cas de restructuration de branches pour essayer, là aussi, de réfléchir à tout ce que nous avons dit
aujourd'hui va pouvoir aussi nourrir nos réflexions, contribuer à préciser nos positions ou nos doctrines ou nos façons de travailler sur ces enjeux. Et en particulier, on s'était intéressé à la question de l'évolution des grilles de classification professionnelle, dont on vient de voir que c'était un enjeu central. Donc, premier point sur cette place, pour l'instant minoritaire, mais que nous essayons de rendre plus importante, des restructurations de branches dans les travaux du groupe. Deuxième point, sur quoi s'appuient les travaux du groupe ou comment nous fonctionnons. Alors, je me souviens que dans les visios préparatoires pour cette journée, il y avait eu un moment d'interrogation sur est-ce qu'on fait bien d'avoir d'abord une séance sur l'application des conventions collectives de branche qu'on vient d'avoir, et puis d'évoquer après, comme nous le faisons maintenant, les dynamiques et les pratiques de négociation. C'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était plus logique de parler d'abord des négociations et puis de l'application des conventions. Et en fait, cet ordre reflète en fait assez bien, à mes yeux, la façon dont travaille, excusez-moi, je prends un petit peu d'eau, le groupe d'experts. Puisqu'effectivement, pour se prononcer sur l'opportunité ou non d'étendre un accord de branche, au regard des effets de son application, c'est bien l'application des conventions collectives qui est le point de départ de notre instruction. Donc les premiers éléments, je vous embête, hein. Merci. Merci. Les premiers éléments, effectivement, que nous considérons, c'est bien des éléments qui vont porter sur l'application de ces conventions collectives de branche. Nous le faisons à l'appui, grâce à l'intervention et à l'appui des équipes de la DARES et de la DGT qui nous fournissent, analysent avec nous un certain nombre de données statistiques sur les possibles effets de cette application pour les entreprises des secteurs considérés. Il est important, néanmoins, me semble-t-il, de noter tout de suite que cette appréhension statistique, quantitative des effets de l'application des accords se double très rapidement d'une appréciation qualitative de ces effets grâce aux auditions que nous menons auprès des négociateurs et des négociatrices de l'accord, côté patronal et côté syndical, et parfois également auprès des acteurs de l'administration du travail quand cela apparaît pertinent. Par ces auditions, par ces entretiens, il s'agit effectivement de mieux connaître, de mieux comprendre les attentes, qu'elles soient positives ou négatives, donc les attentes ou les craintes des différents partenaires sociaux quant aux effets des dispositions qu'ils ont choisi de mettre dans les accords ou qu'ils refusent de pouvoir étendre selon les cas. Donc cette démarche d'appréciation des effets économiques et sociaux de l'extension des accords est véritablement à la fois quantitative et qualitative, et les deux dimensions nous éclairent pour in fine nous faire une opinion et rédiger nos avis. Je voudrais ajouter aussi que cette appréhension quantitative et qualitative des effets de l'application est elle-même rapidement complétée par le souci partagé par l'ensemble des membres de comprendre comment les négociations qui ont abouti à l'accord considéré se sont déroulées et comment elles ont été perçues par les différents acteurs concernés. Donc, dans cette perspective, notre investigation couple une analyse des effets de l'application de l'accord à une étude, et on en vient à la thématique de cette dernière session, à une étude des dynamiques et de la pratique de la négociation qui a conduit à ces accords. Cette étude qualitative se fonde à son tour sur l'audition des partenaires sociaux concernés. Donc, vous l'aurez compris, le but de ces auditions, c'est bien de comprendre comment les négociations se sont déroulées, dans quel climat, selon quels objectifs, avec quels points d'achoppement éventuels, etc. La question de savoir comment sont pris en considération dans ces négociations les points de vue de l'ensemble des entreprises du secteur, dans leur diversité, et notamment en termes de taille, joue un rôle central dans ces échanges. Donc au final, l'avis rendu sur l'opportunité ou non d'étendre l'accord repose sur cette appréhension des effets économiques et sociaux de son application, saisie de ce double point de vue quantitatif et qualitatif, mais aussi, et j'insiste, sur la compréhension des dynamiques de la négociation de l'accord. C'est véritablement cette conjonction de ces deux éléments qui comptent. Ce ne sont pas juste les dispositions présentes dans l'accord qui nous importent, mais aussi et tout autant la façon dont elles ont été négociées et dont les acteurs et les actrices de la négociation y sont parvenus. Je souligne que c'est dans cette perspective aussi que la composition pluridisciplinaire du groupe d'experts est essentielle, et ce croisement des regards statisticiens, économistes, juristes, sociologues est de ce point de vue-là important. À cet égard, il s'agit bien du point de vue de la composition pluridisciplinaire du groupe de s'appuyer sur des approches différentes et complémentaires en termes de méthode et non pas sur des positions qui seraient présupposées divergentes des différents experts en fonction de leur champ disciplinaire.
Je fais une dernière remarque qui concerne cette fois-ci la temporalité de l'examen des effets économiques et sociaux de l'extension des accords de branche. Le groupe, comme vous le savez probablement, dispose en effet de 2 mois pour se prononcer après avoir été saisi. C'est un temps objectivement court pour rassembler les données statistiques nécessaires, à la fois sur les branches concernées, mais aussi souvent sur des branches voisines, comparables, qui nous permettent d'avoir des points de comparaison, pour organiser les diverses auditions, pour échanger, pour se mettre d'accord et enfin pour rédiger l'avis. C'est un temps court, pas toujours très confortable, et ce matin j'ai loupé l'audition sur le secteur du transport, mais cependant tous les membres du groupe ont constamment à l'esprit qu'il est absolument nécessaire que ce temps soit et reste un temps court afin de permettre effectivement au plus vite l'application de l'accord, enfin, en tout cas de pouvoir rendre son avis le plus rapidement. De façon manifeste, l'urgence de la situation est toujours présente en arrière-plan des travaux du groupe. Et pour boucler avec ce que je disais précédemment, en ce sens, le travail d'analyse, le travail de réflexion que nous avons souhaité donc engager parallèlement aux saisines, notamment donc à propos des restructurations de branches, est un moyen de consolider, si ce n'est de routiniser, nos façons de faire dans le but précisément de pouvoir instruire plus rapidement les saisines à venir. En guise de conclusion, je voudrais dire que donc, ce travail d'autosaisine, nous voudrions le faire aussi dans d'autres directions, et en particulier en ouvrant la réflexion aussi vers la comparaison internationale, et notamment la comparaison européenne. C'est une dimension que nous n'avons pas du tout évoquée depuis ce matin, mais qui me paraît aussi intéressante et importante à avoir en tête. Dans le champ de l'étude des relations professionnelles, on dit souvent que les comparaisons finalement sont plus pertinentes secteur à secteur qu'entre pays. Et donc effectivement, il y a sans doute une réflexion à mener de ce point de vue-là, de la même façon que le mouvement de restructuration des branches et de fusion qui s'est déroulé en France peut être regardé avec attention chez nos voisins européens aussi pour comprendre la dynamique qui a été la nôtre. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. L'éclairage sociologique ou du sociologue ou de la sociologue est toujours utile. Je ne sais plus quel est ce collègue qui disait il y a très longtemps « Celui qui ne connaît que le droit ne connaît pas le droit ». Et par hypothèse, il faut s'intéresser à d'autres sciences pour y comprendre quelque chose. Alors, sans plus attendre, je présente rapidement les personnes qui constituent cette table ronde, encore que certaines soient déjà intervenues. Donc évidemment, notre hôte, au nom de l'UMM, Jean-Pierre Fine, tout à fait à l'extrémité, Michel Delaforce, d'une CFECGC de la Fédération, je ne me rappelle plus de votre fédération, pardon. La FIECI, d'accord, mais traduction. C'est la fédération qui s'occupe et qui est en charge des métiers des bureaux d'études techniques que vous connaissez tous sous l'appellation Syntec. D'accord. Merci. Monsieur Giroudet, qui tout à l'heure a fait une remarque, directeur affaires sociales de la Fédération de commerce et de la distribution, un représentant de la Direction générale du travail, monsieur Red, si je n'écorche pas votre nom patronymique, et également monsieur Vial, qui est intervenu aussi ce matin, Force ouvrière Média. Alors, nous avons préparé cette table ronde en quelques réunions à distance. Et on va articuler notre table ronde autour de 3 thèmes. Alors peut-être que je suis un peu gourmand ou ambitieux, on verra si on arrive à tous les tenir. Premier thème sur les méthodes et la volonté de négocier. Deuxième thème sur la négociation de branche avec en perspective l'entreprise derrière. Donc c'est pas véritablement la question de l'articulation, mais plutôt d'une négociation de branche qui a en visée aussi ce qui se passe derrière en entreprise, ou pourquoi pas qui utilise ce que fait l'entreprise pour négocier au niveau de la branche. Et évidemment, nous ne pouvons pas oublier le rôle de l'État, qui est un acteur important dans cette affaire. Premier thème donc sur les méthodes et la volonté de négocier. Alors j'ai distribué les cartes de manière tout à fait arbitraire, donc je me fais des ennemis forcément, avec des interlocuteurs privilégiés sur chacun de ces thèmes et des interlocuteurs de seconde main qui interviendront en rebond si on a le temps. Tout de suite la parole à M. Fine, peut-être sur le premier thème, sur méthode et volonté de négocier. Je crois qu'il y a toute une série de réflexions dont vous vouliez nous donner la substance. Oui, la volonté, je l'ai dit ce matin, elle est essentielle. Alors, d'abord, une façon de le montrer, c'est que alors moi, je vais l'appeler réorganisation de notre système conventionnel, parce que nous prétendions être une branche avant la métallurgie, être toujours une branche après la métallurgie. Donc, en revanche, on a réagencé à l'intérieur un certain nombre de choses. Je dis de façon d'autant plus à l'aise que pour tout le monde qu'on a commencé en 2012
Donc voilà, le rapport Combrexel n'existait pas, Quinqueton encore moins, et les lois qui ont amené là où on est aujourd'hui encore moins. Donc on était vraiment dans une situation volontaire au sens premier du terme, sans aucune référence à quelque texte que ce soit. On a eu la volonté, ensemble, partenaires sociaux. Alors, partenaires sociaux, ça veut dire pour ce qui concerne la partie patronale, nos entreprises, il y en a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin, il y en a quand même 42 000 et il y a 1 600 000 salariés dans notre affaire. Donc, on savait bien qu'on s'attaquait à quelque chose qui pouvait avoir quelque impact. Alors, évidemment, la première question, Franck, qui est parti poser la question tout à l'heure, mais il faut se poser la question de pourquoi. C'est évidemment la première question qu'on s'est posée, ou plus exactement, on a fait un certain nombre de constats qui nous ont amenés à dire il va falloir qu'on revoie notre système conventionnel. On ne s'est pas dit on va revoir notre système conventionnel, tiens, au fait, pourquoi ? Non, c'est venu dans l'autre sens. Alors, si je le résume, c'est frustrant de résumer, je vous ai dit que ça avait duré 10 ans cette affaire, c'est frustrant de le résumer en 5 minutes, mais pour faire très simple, je disais la première raison, c'est parce que d'abord on partageait une vision commune d'un point objectif avec les organisations syndicales. Voilà, c'est l'avenir du pays passera par l'industrie. Voilà, c'est quelque chose qu'on partageait, d'autres professions peuvent partager d'autres points, évidemment, qui les rassemblent. En tous les cas, nous, c'était ça, et c'était partagé, vous allez voir, je vais vous le montrer dans un instant, par tout le monde. Tout le monde. Bien sûr, on l'a décliné. Pour là aussi faire très simple, on est rapidement arrivé, comme un accord, sur l'idée que pour y arriver, il fallait qu'on ait une industrie compétitive, et que pour avoir une industrie compétitive, il fallait avoir des compétences, et donc de l'emploi industriel de qualité. On pourrait divaguer sur le terme qualité là aussi, mais il est souvent emprunt à des notions internationales d'ailleurs. Mais voilà, bon, on a partagé, on est arrivé à cette conclusion. Et de ce constat, on a dit, notre système conventionnel, qui date de à peu près Mathusalem, enfin après les années 50, il est plus adapté. Il ne nous permettra pas d'atteindre les objectifs et l'ambition que nous avons. Bon, très bien, alors je simplifie un peu, mais c'est vraiment ce raisonnement, quasiment dans ces termes d'ailleurs que j'emploie, qui a été retenu, et d'ailleurs noté noir sur blanc entre nous. Et ce point de départ et cette volonté partagée, elle est déterminante, parce qu'au moins ça vous donne le point où vous voulez aller. Ça, évidemment que c'est pas facile une négo, et évidemment qu'on n'était pas d'accord sur tout, tout était normal, et évidemment qu'il y a eu des tensions, et évidemment qu'on a failli rompre, sinon c'est pas drôle. C'est évidemment la vie. Sauf qu'on arrivait à se raccrocher tous à ces grands objectifs que nous avions. J'ajoute, point très important, tout ça, ça se fait par la volonté. Tout ça, ça se fait aussi, j'y insiste beaucoup, par la confiance. Et la confiance, elle a été aidée, là, dans notre cas, la confiance entre ceux qui doivent avancer sur ce sujet, surtout quand ça dure 10 ans, c'est qu'il y a une continuité de la représentation des organisations par les hommes et les femmes qui la constituent. Quand vous constituez une confiance, voilà, si vous restez aux mêmes personnes, c'est généralement plus facile, sauf si ça se déchire vraiment. Mais voilà, on a installé une vraie confiance. C'est pas rien, parce qu'il me semble que dans notre pays, peut-être ailleurs, je vais peut-être dire du bêtise, je ne suis pas sociologue ni psychologue, mais on fonctionne beaucoup par la défiance quand même. C'est-à-dire on commence par dire qu'est-ce que l'autre a derrière la tête. En tout cas, c'est très vrai je trouve dans le dialogue social. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Il n'a rien dans la tête. Il a juste le même objectif. Il partage le même objectif que toi. Et puis, on va essayer de ne pas trahir cette confiance, surtout quand ça dure. Alors, 10 ans en négociation, ça a duré 5 ans, mais je vous ai dit tout à l'heure, on avait avant la négociation. Et je m'y lance, commencer par un travail de fond. On a relevé les manches, on s'est mis au paperboard, on est des industriels, donc on a travaillé avec de la méthode, et on a bossé avec les organisations syndicales pendant à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Une méthode que je pourrais détailler, mais je ne vais pas la détailler, assez classique, pour se poser les bonnes questions. Grosso modo, 3 phases. Analyse critique de notre système. Est-ce qu'on partage bien la même analyse critique ? Dans le détaillé, on n'a pas fait, voilà. Deuxièmement, on a été regarder ce qui se passe ailleurs, en France et à l'étranger. Oui, c'est intéressant de s'inspirer de ce qui peut se passer. Je vais vous donner une anecdote. On s'est même posé la question de savoir si on pouvait vivre sans système de classification. Il y a des pays, y compris dans le domaine industriel, et pas lointain de chez nous, qui vivent sans système de classification.
Bon, c'est toujours intéressant de se poser des questions, je prends ça pour anecdote, mais on a débattu de ça, puis voilà, on a conclu qu'il en fallait un, très bien, on a négocié un. Et puis, bien sûr, on a fini par une troisième phase, c'est pour ça que ça a pris 2h30, c'est quelles sont les conditions de réussite de notre projet, quoi. Vous voyez, c'est une méthode assez basique. Et puis, dans les conditions de réussite, là aussi, je ne vais pas détailler, mais il y avait une condition, et j'y arrive parce que ça va m'amener à l'accord de méthode, c'est il faut que toutes les organisations patronales, il n'y en a qu'une dans le champ en question, c'est l'UMM, et toutes les organisations syndicales, à l'époque, il y en avait 5, les 5, entre guillemets, classiques, 5 organisations syndicales signent l'accord de méthode. Vous voyez que c'était ambitieux. Il n'était pas question d'y aller s'il y en avait un qui ne réaffirmait pas la volonté générale et l'objectif général que nous avions. Et vous allez voir que ce n'est pas qu'anecdotique, puisqu'on a signé un accord de méthode en plein de choses très importantes, sur notamment la façon d'écrire en termes juridiques. Je pourrais vous raconter des tonnes de choses, quasiment une charte rédactionnelle, enfin bon, une structuration de ce que nous allions faire, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de démonter 78 conventions collectives. Alors je passe le nombre d'accords nationaux, le nombre d'avenants, le nombre de systèmes de classification que nous avions, 4. Voilà, enfin, tout ça, il fallait... Voilà. Donc grosso modo, l'accord, il dit, on met tout ça à la poubelle, on repart de zéro, on construit quelque chose de tout neuf. Je vous fais vraiment très court. Mais là où c'est pas banal, c'est qu'on a signé cet accord de méthode en juin 2016. Juin 2016, c'est en pleine négociation, enfin en pleine loi El Khomri. Et je vous rappelle que les organisations syndicales étaient dans la rue. Là aussi, je résume un peu. Voilà, le gouvernement démonte le code du travail. Inutile de vous dire que c'était assez facile, s'il n'y avait pas de volonté partagée chez nous, de sortir avec des banderoles et la métallurgie veut démonter les conventions collectives. Hein. C'était tout vu, quoi. Et ben, en juin 2016, on signe à 6, donc l'UMM et 5 organisations, cet accord de méthode qui dit des tas de choses importantes sur la façon dont on allait négocier, parce qu'on a créé plein de choses, y compris notre propre DGT à nous en interne pour mettre sous le coude tous les accords qu'on signait, parce que évidemment on ne les envoyait pas à l'administration. On a attendu la fin de la négociation, 5 ans, pour rassembler tout ça et en faire une convention collective. On a négocié par thème, je vous passe le détail de la méthode, et à la fin de chaque thème, on mettait au chaud le sujet. Et évidemment, quand vous mettez au chaud le premier, quand vous arrivez 3 ou 4 ans plus tard, il faut évidemment le réajuster un peu. Puis quand vous arrivez tout à la fin et que vous réunissez 9 thèmes, en l'occurrence 11, très précisément pour ce qui nous concernait, il faut faire l'équilibre général de tout ça. Et pour info, je vais finir là-dessus sur la méthode, on s'est enfermé dans ces locaux d'ailleurs pendant 8 jours complets avec les organisations syndicales. Chacun avait sa salle, ses moyens de travail, et on a fini de packager. Bien sûr, tout ceci était préparé, fini de packager, et nous avons signé en février 2022 notre convention collective, ici même, dans cette salle d'ailleurs. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas signé, ça c'est sûr. Je disais tout à l'heure en rigolant, en écoutant un interlocuteur qui disait que quelquefois il fallait associer des gens qui n'avaient pas le droit de signer. On a l'habitude, voilà. Chez nous, la CGT n'a pas signé, mais a participé aux négociations. Voilà, donc on a fini évidemment par signer. J'ajoute, et je m'arrêterai là, que entre le moment où on a signé et le moment où on a décidé de la mise en œuvre, on a laissé évidemment 2 ans s'écouler, parce que tout ça, ça nécessite un déploiement. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur la nécessité d'informer et de communiquer, mais il y a non seulement les obligations légales qui nous ont été rappelées, mais il y a l'absolue nécessité opérationnelle aussi de commencer très tôt, puisque dans la manœuvre, il y a plein de travail à faire. Bien sûr, de changer les systèmes de paye, c'est pas qu'une paille. Il faut anticiper tout ça. On a travaillé avec tous les éditeurs, d'ailleurs, à cette occasion. Et tout ça, ça se prépare en amont. Ça se prépare en amont dans les entreprises. Ça se prépare en amont dans les PME. Vous imaginez qu'il y a un travail considérable quand vous avez 42 000 entreprises, voilà, qu'il faut non seulement tenir informé, mais qu'il faut faire agir pour transformer un certain nombre de systèmes, puisque le 1er janvier 2024, 1 600 000, ou le 31 janvier 2024, 1 600 000 feuilles de paye se trouvaient totalement modifiées. Il fallait mieux pas se rater. Donc voilà, c'est tout un cheminement, et on a tenu bon pendant 5 ans. On a commencé la négo donc en 2016, on l'a fini fin 2021 ou tout début 2022, et pour une mise en œuvre au 1er janvier 2024. Voilà.
Merci. Je passe tout de suite la parole à Rivière. Simplement, je rebondis sur la remarque que faisait le président tout à l'heure concernant la distinction entre ceux qui peuvent négocier et ceux qui peuvent conclure. Je me souviens qu'avant 2008, la jurisprudence de la Chambre spéciale de la Cour de cassation faisait qu'on était obligé de convoquer tout le monde à la révision d'un accord collectif, en sachant que seuls pouvaient signer l'avenant de révision ceux qui étaient les signataires originels. Vous vous souvenez de cette époque merveilleuse? Donc on avait un absurde, une situation absolument effrayante. Monsieur Vial, sur votre approche concernant la question de la méthode et de la volonté de négocier. 10 ans de restructuration des branches, c'est un bel anniversaire, en tout cas pour mon organisation syndicale que je représente, Force ouvrière. Nous ne pouvons que constater le haut niveau du dialogue social, haut niveau qui est dû à un coup du sort. Il faut bien le dire. C'est la loi El Khomri a changé beaucoup de choses, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a eu la hiérarchie des normes qui a totalement modifié la manière de négocier. Quand vous arrivez en négociation de branches ou de restructuration des branches, vous êtes face à vous, comme côté patronal, comme côté salarial, avec des gens qui sont inquiets. Ils sont inquiets parce que les environnements économiques des entreprises qui sont là ne sont absolument pas les mêmes. Et vous vous retrouvez avec des petites entreprises et des très grandes entreprises. Et les petites entreprises, elles ont peur que d'une chose, c'est de se faire manger dans les accords. Et donc elles disent non, mais on ne va pas pouvoir suivre. Il ne peut pas y avoir de négociation de branches s'il n'y a pas dans les entreprises des accords collectifs pérennes et sûrs. C'est comme ça que commence une négociation. La première chose que va dire une organisation syndicale, c'est est-ce que vous nous assurez, je parle de la branche, est-ce que vous nous assurez que les acquis ne seront pas remis en cause? Quand il y a des accords dans les grandes entreprises qui sont déterminés, il n'y a pas de risque de négocier dans une branche, puisque les accords d'entreprise, grâce à la loi El Khomri, prévalent sur les accords de branche. Donc vous pouvez négocier librement. Et vous pouvez, à ce moment-là, effectivement, négocier pour les petites entreprises. Parce qu'au fond, on est entre nous. Pour qui négocie-t-on les accords de branche? Pour les grandes entreprises qui sont déjà couvertes par des accords d'entreprise, ou pour celles qui n'étaient pas couvertes, ou qui intègrent une convention collective? Objectivement, pour celles qui intègrent une nouvelle convention collective. C'est ça la hiérarchie des normes. Donc vous n'intervenez pas de la même manière dans votre manière de négocier. La première chose qu'on fait, c'est on bétonne les droits, en tout cas pour l'organisation syndicale, on bétonne les droits. Et je suis persuadé que c'est ce que vous avez fait quand vous avez commencé à négocier. La deuxième chose, c'est le mot confiance. Le mot confiance, quand on négocie, il est ultra présent. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu un haut niveau de dialogue social, et il y a toujours... Parce que finalement, la restructuration des branches a imposé aux parties patronales et aux parties salariales de se retrouver face à face. On était seuls. Personne ne nous a rien expliqué. Ce matin, j'ai posé une question à la DGT, je n'ai pas eu de réponse. Mais je peux vous dire que ça aurait été les patrons qui avaient posé la question, ils n'auraient pas eu de réponse non plus. On s'est donc retrouvés tout seuls, de manière souvent imposée, à devoir négocier des restructurations de branches. Et donc, pour que ça marche, le seul moyen qu'on a eu, c'est vraiment de se mettre ensemble. Peut-être pour la première fois, davantage que dans les entreprises, où parfois ça peut être plus rugueux. Là, je constate, dans les accords de branche ou dans les CPPNI que je négocie, que j'ai des patrons tous les jours au bout du fil. Et comment ça va, Eric? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? T'as compris quelque chose? Mais c'est comme ça que ça se passe, la réalité. Donc il y a un haut niveau de dialogue social, effectivement, dans la restructuration de branches, mais c'est dû à un coup du sort, très clairement. Monsieur Delaforce, peut-être, sur cette méthode et sur cette volonté de négocier. Oui, la volonté de négocier. J'ai commencé par dire autre chose, s'il vous plaît. Donc cette branche des bureaux d'études techniques, c'est 1 300 000 à 1 400 000 salariés. C'est 90 000 entreprises en grosse maille.
C'est à peu près 20 à 30 entreprises de plus de 3000 salariés, et principalement des TPE et des PME, là où il n'y a pas de dialogue social, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, autrement dit, le rôle de la branche, il est fondamental. Je reviens au sujet, 10 ans de restructuration. Nous n'avons pas eu de restructuration. Les métiers de l'eau, les agences de l'eau nous ont rejoints. Les métiers du contrôle nous ont rejoints. Et nous avons conventionnellement, entre les partenaires sociaux côté salariés, nous avons dit aux employeurs, c'est votre problème, pas le nôtre. Et ils ont accepté le jeu. Ils ont négocié entre employeurs. Et à un moment donné, ils sont venus nous voir, nous disant, voilà, c'est la convention qui les accueille, à savoir la convention dite Bureau d'études techniques, qui sera appliquée, c'est tout. Et dans les entreprises, si jamais il y a des spécificités, eh bien, ils préserveront leurs spécificités. Nous n'avons pas négocié la restructuration des branches pour nos métiers. Ça n'a pas été un sujet. Le sujet pour nous, ça a plutôt été évidemment la mise en place de El Khomri et du reste et les autres dispositions, Pénicaud-Macron et ainsi de suite. Et il est facilité d'appeler ou d'appréhender ces sujets parce que nous avons une stabilité du point de vue de nos négociateurs. Nous avons une relation, toute organisation syndicale confondue, avec de la stabilité et de la loyauté. Au début des négociations, nous avons toujours du off. Toujours. C'est une règle. On se dit les limites, on se dit le délai. On est dans un cadre fermé d'un agenda social qui existera après, mais qui est discuté. Et tout le monde se dit ses priorités. Nous savons qui va, non pas signer, mais les limites de l'engagement de chacun. La parole est dite. Et après cela, c'est comment on fait, comment on met en musique. Et cette culture de la négociation, c'est une culture des métiers du service, en fin de compte. L'industrie est puissante, et les métiers du service, c'est comme ça que ça se passe. On en parle, on discute, et après, c'est vrai, quelquefois, la CGT ne signe pas, mais quelquefois, elle signe. Et si elle signe, on le sait dès le début. Et pour nous aussi, c'est la même chose, c'est la même culture, une culture de l'engagement. Après, il faut s'ajuster. Notre difficulté, c'est que il y a des branches où il y a une seule chambre patronale, et nous avons deux chambres patronales. Celle dite connue sous la Fédération Syntec, et puis la petite branche des métiers qui représentent les TPE, donc qui s'appelle Sinov, et là, avec des employeurs qui ont des spécificités, des individus, qui ont souvent, parce qu'ils ont, puisqu'ingénieurs en majorité, ils ont émis un brevet ou plusieurs, ils ont créé une entreprise de 20-30 personnes. Et donc le social pour eux, c'est eux. C'est eux, l'entreprise, c'est eux-mêmes. Et donc, pour parler, comme disait la professeure tout à l'heure, c'est une sociologie complètement différente de la négociation. Ce ne sont pas des acteurs qui vont... ils ne vont pas autre part que dans l'entreprise. On ne les voit pas en tant qu'acteurs du syndicalisme employeur. On ne les voit pas. Et pourtant, on négocie pour eux. Donc nous avons un travail, pour ce qui nous concerne et ce qui me concerne, c'est de les rencontrer, de parler avec eux, et puis de comprendre quelles sont leurs priorités. Parce que les priorités de Capgemini ou d'Atos ou de Sopra, c'est pas celle d'une entreprise qui est à Saint-Flour et qui est en charge de l'ingénierie, de la tuyauterie de chauffagiste de la Deville. C'est pas possible. On n'est pas dans le même monde. Et donc, pour nous, notre difficulté, dans tout le cadre de la négociation de branche, c'est de comprendre de quoi on parle, de quelles entreprises il s'agit, de quels salariés il s'agit, et des contraintes économiques locales. Une entreprise qui fonctionne avec Airbus, ça va, elle a de la visibilité. Une entreprise dont le marché est quasiment limité à servir la commande publique n'a pas la même comptabilité, n'a pas du tout les mêmes rentrées d'argent, n'a pas les mêmes flux de commandes. Donc, ces spécificités-là, nous avons appris petit à petit à les comprendre. Et puisque nous sommes relativement stables, nous arrivons à les maîtriser. Donc, la pratique de négociation, c'est une pratique au quotidien, où on est, jusqu'où on veut aller, quelles sont les contraintes, et virgule par virgule, nous construisons les accords. Et nous pouvons, comme cela, sortir du champ normatif et créer des accords spécifiques qui nous appartiennent. Simplement un regard particulier sur
préoccupation, nous avons demandé que tous les accords de branche tiennent compte de l'impact sur l'environnement de cet accord et de l'impact sur les femmes et sur la vie des femmes de cet accord. Tous nos accords, aujourd'hui, ont un volet, au-delà de la règle obligée par le législateur de regarder l'impact de l'accord pour une entreprise de moins de 50, eh bien nous avons ajouté la question de l'environnement et des femmes. Voilà. Merci. Votre réponse a changé d'intensité, d'humeur et de couleur au fur et à mesure. Vous avez démarré, j'avais peur qu'il y ait beaucoup de pessimisme, mais finalement je sens de la confiance et de l'optimisme au bout du compte. Est-ce que je trahis votre pensée? Je suis optimiste par définition. D'accord, mais vous avez une telle distanciation sur ce que vous connaissez qu'à un moment j'ai cru que c'était... il y avait un peu de scepticisme, j'ai eu peur de ça. Mais finalement, je vois la note est plus positive. Non, je suis optimiste. Très bien, pardonnez-moi, je ne suis pas un psychologue très Résolument. Un mot, monsieur Red, parce que je vous réserve pour la troisième question, si vous me permettez cette formule un peu facile. Tout à fait. Peut-être, mais juste je profite de ce court rebond peut-être pour apporter une réponse à Monsieur Vial, puisque vous avez eu une question auquel le DGT n'a pas répondu, et je crois que c'était sur le sujet de la complétude du tour de table patronal dans le secteur journaliste et radio. Oui. Et là, sur ce point précis, effectivement, je rappelle le fondement de la représentativité patronale, qui est aussi caractérisé par la candidature active des fédérations patronales, et dans certains cas, si des fédérations ne sont pas représentatives, c'est tout simplement parce qu'elles n'avaient pas candidaté à l'époque. Mais voilà, c'est juste pour que votre question ne reste pas sans réponse. Est-ce que je peux faire un rebond? Je rebondis. Non, je vais vous dire, bien sûr, je vous ai un peu taquiné ou titillé. À mes dépens, pour le coup, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, je pense qu'en fait, on se leurre dans la négociation collective de branche sur les prérogatives de la DGT. Quand on fait appel à la DGT, et c'est un sujet, quand on fait appel à la DGT, d'un côté comme de l'autre, on a le sentiment que la DGT peut être un arbitre. Or, la DGT n'est pas un arbitre. Souvent, quand on a du mal dans la convention collective, donc quand on négocie, on dit on va faire appel à la DGT, ils vont venir, on va négocier tous ensemble, etc. Puis souvent, on n'a pas de réponse, effectivement. La DGT est là comme médiateur pour essayer de susciter du débat. Et je crois qu'en fait, de part et d'autre, côté salarial et côté patronal, on se leurre sur l'objectif de la DGT qui reste un médiateur, absolument pas un arbitre. Donc je concède qu'effectivement... mais peut-être qu'on le dira tout à l'heure, je pense que c'est pour cette raison qu'il vaut mieux rester entre partenaires sociaux pour négocier des accords. J'ai l'œil sur la montre. Alors, deuxième question sur la négociation de branche avec... Mais déjà, vous y avez participé par anticipation, vous m'avez déjà fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, sur la question numéro 2. On négocie au niveau de la branche, mais enfin, on a un regard sur ce qui s'est passé dans l'entreprise ou ce qui se passera dans l'entreprise. Monsieur Giraudet, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Essayer dans le peu de temps. Pierre Ramin a beaucoup évoqué ce matin l'impact de la réforme de la représentativité, et c'est certainement quand même l'acte fondateur de ce qu'est devenu la négociation collective en France. On pense évidemment à la négociation collective d'entreprise en premier lieu, parce que la réforme de la représentativité qui nous a fait passer, côté organisation syndicale salariée, d'une représentativité totalement présumée, totalement descendante, à une représentativité ascendante et démontrée, qui a un peu moins bouleversé les choses côté employeur, parce que, évidemment, déjà, la négociation d'entreprise, la question de la représentativité de l'employeur ne se pose pas, il l'est par définition, et puis, elle n'était déjà pas descendante, s'agissant des organisations patronales, donc elle a été un peu moins changée, mais quand même, elle est désormais démontrée et publiée. Donc, cette réforme de la représentativité, on identifie évidemment, et on parle beaucoup de son impact sur la négociation collective d'entreprise, parce que sans cette réforme, jamais la normativité de l'accord d'entreprise n'aurait pu atteindre le niveau qu'elle tient aujourd'hui. C'est parce qu'on a légitimé les acteurs de la négociation, c'est parce qu'on a la certitude que les organisations syndicales dans l'entreprise représentent réellement les salariés de l'entreprise en question, qu'on a pu donner autant de capacité normative à l'accord d'entreprise. Et ce n'est pas terminé, et y compris encore dans l'état des textes actuels.
peut-être aussi parce qu'on est prisonnier en France d'un prisme souvent un peu étatiste, où un certain nombre de choses relèvent encore de la loi, alors que franchement, on se demande pourquoi elles ne relèvent pas de la négociation collective d'entreprise. Ne serait-ce qu'en matière d'IRP, on laisse le choix à l'accord d'entreprise de mettre en place ou pas des représentants de proximité, mais s'il en met en place, il n'a pas le droit de décider qu'ils seront élus. C'est la loi qui détermine les modalités de désignation, en ne laissant le choix qu'entre deux modalités, par exemple. Donc, l'accord d'entreprise, à un moment donné, devra se voir reconnaître une capacité normative supérieure à ce qui est là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur l'accord d'entreprise, c'est quand même assez balisé, et parce qu'on a eu des textes successivement qui sont venus accroître la normativité. Sur la négociation de branche, il y a aussi ce même changement quand même. Parce qu'on évoquait la confiance tout à l'heure. La confiance, c'est d'abord de savoir que les uns et les autres, on représente réellement ceux au nom desquels on est autour de la table. C'est-à-dire que l'audience des organisations syndicales de salariés, elle est publique. Au niveau de la branche, elle est mesurée. Et donc autour de la table, chacun sait que réellement, côté patronal, chacun sait que les organisations qui sont en face représentent réellement les salariés de la branche. Et inversement, les organisations syndicales savent que nous représentons les employeurs puisque c'est publié désormais, etc. Et donc, la légitimité de l'accord d'entreprise, de l'accord de branche, a été, elle aussi, accrue par cette réforme de la représentativité, mais le sujet, le thème n'est, à mon avis, pas totalement encore irrigué les discours et les dispositions. Et le fait pourtant qu'il y ait eu cette évolution dans nos représentativités respectives nous permet, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le vit à l'échelle de notre branche, de considérer que la branche, alors c'est pas une définition de la branche, je ne sais pas plus que tout le monde comment la définir, mais en tout cas on sait à quoi elle sert de cadre, de construction de politique collective par ceux qui la composent, c'est-à-dire par les représentants des employeurs et des salariés. C'est-à-dire que le fait que la légitimité des uns et des autres provienne directement de l'entreprise, l'adhésion côté patronal, les voix obtenues aux élections côté organisation syndicale, nous permet d'avoir la prétention de construire ce que les entreprises décident de gérer collectivement. Parce que la reconnaissance de la capacité normative de l'accord collectif d'entreprise était évidemment nécessaire, mais tout ne peut pas se régler par cette politique individuelle, finalement, de chaque entreprise qui passe par le paritarisme de négociation. Il y a des sujets que les entreprises considèrent comme devant, pour des questions d'efficacité, pour un tas de raisons, devant être gérés collectivement à l'échelle de la branche. Et c'est tout le sens du contentieux qu'on a mené et qu'on a gagné devant le Conseil d'État sur les minima conventionnels. C'est-à-dire que ce contentieux a parfois été déformé, a été considéré comme une revanche de la négociation de branche sur la capacité normative accrue de l'accord d'entreprise. Mais considérer que ça aurait pu être le cas, en plus s'agissant de notre branche, nous ça fait 20 ans avant la loi El Khomri, que le titre temps de travail de notre convention collective de branche était supplétif. Il indiquait expressément qu'il s'appliquait en l'absence d'accord d'entreprise portant sur le même sujet. Ça faisait sur 30 ou 40 accords qui auraient pu comporter une clause de verrouillage depuis la loi Fillon, 3 ou 4 en ont comporté parce qu'il y avait la volonté effectivement d'éviter le syndrome du passager clandestin. Mais sinon, aucun accord n'en comportait jamais. Nos négociations collectives sur les minima conventionnels ont lieu après les NAO dans les entreprises, parce qu'il s'agit surtout de ne pas préempter la négociation collective sur les salaires réels, et qu'en revanche, on la mène après parce qu'on se doit d'apporter un filet de sécurité aux salariés qui ne relèvent pas d'un accord d'entreprise, soit parce qu'ils sont dans une entreprise où il n'y a pas de représentation syndicale, soit tout bêtement parce que la négociation a échoué dans l'entreprise. Donc, le fait de négocier après l'accord d'entreprise, enfin, tous ces éléments-là montrent bien qu'on n'était évidemment pas en résistance contre la normativité de l'accord d'entreprise, mais qu'au contraire, les entreprises de la branche ont considéré à travers la FCD que l'intérêt majeur de la profession était de déterminer nous-mêmes la structure et le contenu de nos minima conventionnels. Après, ça n'empêche pas un accord d'entreprise de supprimer le 13e mois, mais le salarié qui est au minimum conventionnel ne peut pas descendre en dessous du salaire auquel il avait droit avec le 13e mois. Donc, il ne s'agit pas de définir au niveau de la branche ce que doit être le détail du statut dans l'entreprise, évidemment, mais il s'agit de construire collectivement une politique qui garantit un tant soit peu l'attractivité du secteur d'activité, attractivité qui est devenue de plus en plus difficile dans le contexte concurrentiel qu'on connaît, puisque depuis quelques années, désormais, il y a
moins de jeunes qui entrent sur le marché du travail que de personnes qui partent en retraite. Donc ça veut dire qu'à niveau d'emploi constant, il y a une pénurie de toute façon et que nous sommes les secteurs d'activité en concurrence les uns vis-à-vis des autres pour recruter les compétences qui sont nécessaires au fonctionnement des entreprises. Donc il y avait cette volonté sur tous ces sujets-là de faire de l'accord de branche l'expression d'une politique collective de l'ensemble des entreprises qui la composent. Donc la question, c'est pas finalement... la première question, c'est pas qu'est-ce qui relève de l'entreprise, qu'est-ce qui relève de la branche, c'est qu'est-ce qui relève du dialogue social, qu'est-ce qui relève de l'État. Et c'est là finalement l'enjeu qu'il y avait derrière ce contentieux des minima conventionnels. C'était la volonté de disposer d'une liberté suffisante d'auto-organisation du secteur d'activité dans le cadre de ses partenaires sociaux représentatifs. Alors après, il n'y a pas de modèle unique, évidemment. Vous évoquiez le fait, tous les deux d'ailleurs, le fait que dans certains secteurs d'activité, les PME sont en situation de fragilité, etc. Dans le commerce, c'est absolument pas le cas. Pour vous donner un exemple concret, dans le commerce, une grande entreprise, c'est Supermarché Match, dont peut-être personne dans la salle n'a déjà vu de magasin. Une PME, c'est Leclerc. Parce que dans le commerce, il existe des réseaux de commerce associés qui réunissent des PME qui se sont fédérées sous une même bannière et qui sont évidemment à concurrence égale, voire même qui dament le pion aux grandes entreprises succursalistes. L'actualité des PSE ces derniers temps, que ce soit Casino ou Auchan, démontre que le commerce succursaliste n'est pas évidemment le dominateur sur les PME du commerce. Donc chaque secteur d'activité ensuite a ses contraintes, à sa culture, à ses nécessités économiques qui font que ce qui va être géré collectivement à l'échelle de la branche ne sera pas forcément la même chose, ni de la même manière dans l'ensemble des secteurs, mais c'est un élément qui est absolument fondamental et que les pouvoirs publics doivent, à notre sens, intégrer et accepter. Et c'est pour ça que notre président de séance évoquait tout à l'heure la lutte de Cahuc contre l'extension. Peut-être que l'extension n'est plus nécessaire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que peut-être que la représentativité qui nous est reconnue aujourd'hui pourrait permettre à ce qu'on se passe du tampon du ministère du Travail pour que nos accords s'appliquent à l'ensemble du secteur d'activité. Alors qu'effectivement, lui, sa volonté, c'est interdire au secteur d'activité de s'auto-organiser. Et évidemment, tout l'enjeu, parce que la maturation des rapports sociaux, quand même, nous permet de revendiquer une plus grande normativité du dialogue social au fil du temps. Et dans les branches professionnelles, dans les entreprises, on prouve au quotidien, et au niveau interpro aussi, pourquoi pas, on prouve au quotidien que le dialogue social produit. Et qui produit des textes qui sont efficients. Alors peut-être qu'il produit moins rapidement qu'une ordonnance, c'est sûr, mais l'acceptabilité sociale est sans commune mesure derrière. Un mot, Jean-Pierre Fine, oui, peut-être. Peut-être deux mêmes mots. Je trouve ce qui est intéressant, c'est souvent on a opposé, au moins en disant la branche va être évacuée du sujet depuis les réformes récentes. Ça nous est égal. L'important, c'est je trouve qu'on a un cadre qui nous permet de trouver la bonne utilité de chacun des niveaux. C'est à nous de le trouver. Il est différent selon les branches. Je veux dire, si le niveau de la branche n'importe rien dans le secteur dans lequel je suis, très bien, il n'y a pas de drame. Les branches peuvent servir à d'autres choses qu'au sujet dont on parle aujourd'hui. C'est un sujet évidemment central, mais on ne fait pas que ça dans la vie, dans nos fédérations ou dans les organisations syndicales. Et donc je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé d'essayer de trouver quel est le bon niveau d'articulation. On a beaucoup plus de liberté qu'avant. Ce n'est pas nous, libéraux, qui allons nous plaindre d'avoir beaucoup plus de liberté pour essayer de trouver la bonne articulation. Chez toi, Renaud, c'est ce que tu viens de dire. Chez moi, c'est peut-être dans l'industrie autre chose. Peu importe, c'est à chacun de trouver son bon niveau et on a beaucoup plus de liberté qu'avant. Et puis, deuxième mot, évidemment que l'impact de la réorganisation qu'on a fait de notre système conventionnel, il est très fort dans nos entreprises. Alors, il est très fort d'abord parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça va de je me mets en conformité à je vais jusqu'à faire un projet social et voire un projet d'entreprise pour certaines, pour revoir tout mon système conventionnel, mais cette fois-ci d'entreprise.
Et le travail est exactement le même qu'au niveau d'une branche. Il faut reprendre l'ensemble des accords. Dans l'industrie, c'est assez classique, notamment dans les plus grandes entreprises. C'est des mécano-industriels, c'est l'histoire. J'ai fusionné, j'ai séparé, j'ai vendu, bon. Et généralement, en matière sociale, les DRH m'excuseront, c'est généralement un joli empilement avec le fil du temps. C'est pas plus joli quelquefois que le code du travail dont on se plaignait à une certaine époque, et c'était pas plus joli d'ailleurs dans les branches. Mais voilà, il y a entre guillemets, aurait dit un syndicaliste bien connu, du grain à moudre aussi au niveau de l'entreprise, pour revoir les systèmes d'accords d'entreprise, en l'occurrence. Alors, aux partenaires sociaux de l'entreprise de les revoir. Et évidemment que nos systèmes, vous le disiez tout à l'heure, ont vocation à accompagner les PME, mais pas que. Et moi, je trouve que ce qui est arrivé depuis quelques années, en tous les cas, nous, on l'a vécu, je vais l'exprimer simplement avec un mot, c'est un grand rapprochement avec nos grandes entreprises. Justement, qui se réintéressent à leurs normes sociales, finalement. Et on n'est pas forcément, en tous les cas au niveau de la branche, je pense, peut-être aussi au niveau des entreprises, pas forcément accrochés. Nous, les syndicats chez nous, ont accepté même au niveau de la branche de revoir des standards. Mais c'est un équilibre général qu'on a trouvé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des choses qui étaient justifiées il y a 10 ans, il y a des choses, ou 40 ans, et qui ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Donc on a retrouvé un équilibre. Oui, il y a des domaines dans lesquels, pardon de prendre l'expression simple, les salariés auront à l'avenir moins dans un domaine qu'hier, et puis peut-être dans un autre, parce qu'on a retrouvé un équilibre, ils auront plus, entre guillemets, parce que ça correspond aux besoins, à l'attractivité ou à d'autres choses, ou aux conditions de travail d'aujourd'hui. Voilà. Et je trouve que c'est cette souplesse-là qui est intéressante, de trouver cet équilibre entre accords d'entreprise, de branche et voire accords interpro, évidemment avec la loi au-dessus, mais et c'est tout à fait intéressant que chacun à son niveau, nous au niveau de la branche et les entreprises au niveau de l'entreprise, trouve ce nouvel équilibre. En tous les cas, il y a un champ fabuleux pour le faire. Oui, monsieur Delaforge, après. Simplement dire quelque chose, je vous entends depuis tout à l'heure, et vous parlez de branche. Je crois qu'il faut dire quelque chose, c'est que la branche, c'est pas seulement la CPPNI, et que c'est aussi les CPNE, les CPERFP, c'est l'OPCO, et c'est toute la ligne, en fin de compte, de décision qui permet, en fin de compte, de dire que le système est stable ou efficace. Et que si jamais l'un des dispositifs ne fonctionne pas, si ce qui est dit en CPPNI ne se retrouve pas dans les régions, auprès de l'antenne de l'OPCO et n'est pas traduit par de la prise en charge et de la sauvegarde de l'emploi ou alors l'écoute d'un bassin d'emploi, ça ne fonctionne pas. Je voudrais qu'on aborde le troisième thème, car je vois l'aiguille qui me poursuit de ses assiduités. Monsieur Red, sur le rôle de l'État, enfin, vous avez 3 minutes, je plaisante. Non, mais je vous en prie. J'ai donc la mission d'être bref, je comprends bien. Donc, effectivement, on a évoqué tout à l'heure un certain nombre de procédures, alors largement les arrêtés de fusion, les arrêtés de représentativité, et vous, Monsieur le Président, l'importance de la procédure d'extension. Et bien évidemment, tous ces processus ont des impacts extrêmement forts sur le dialogue social et le déroulement de la négociation collective. En revanche, ce que je voulais évoquer très rapidement ici, c'est peut-être le terrain de pratique de la négociation collective le plus direct que l'administration du travail, en tout cas, investit, c'est celui des... C'est celui des commissions mixtes paritaires, donc commissions mixtes paritaires au sens du Code du travail, pas du débat parlementaire, bien sûr, qui sont donc des dispositions légales qui prévoient en fait que les réunions de CPPNI, ou dans leur définition légale actuelle, peuvent être présidées par un représentant du ministère du Travail. Donc ces commissions mixtes paritaires, puis si on évoque la question de l'implication de l'État, il est intéressant de constater qu'elle figure à l'article L2261-20 du Code du travail, et que les prémices en fait de ce dispositif de présidence par l'État des négociations collectives de branche, il se trouve également dans la loi de 1936 sur l'extension des conventions collectives. Et donc évidemment, cette implication de l'État, elle est certainement indissociable de la volonté de promouvoir la négociation collective et de la technique d'extension. Et de fait, cette existence des CMP, elle se trouve dans la section extension du Code du travail, ce qui n'a plus beaucoup de logique aujourd'hui, si ce n'est l'héritage historique. Les conditions de mise en CMP rapidement, donc c'est une compétence liée
du ministre du Travail que de nommer un président de commission mixte paritaire, dès lors que deux organisations syndicales ou patronales, enfin, ou l'un et l'autre, donc deux organisations représentatives, en font la demande. Le ministre peut également mettre en commission mixte paritaire une branche de sa propre initiative. Il y a également d'autres dispositions au niveau réglementaire qui régulent cette CMP, qui a donc une pratique très ancienne, comme je viens de vous le dire. Au niveau des articles réglementaires du Code du travail, on a donc la possibilité pour le président de définir lui-même la taille des négociations, enfin le nombre de négociateurs par organisation représentative. Alors ça ne se fait plus trop aujourd'hui puisqu'il y a les accords CPPNI, mais on imagine que ça a dû être un sujet compliqué à une époque. On a également une disposition réglementaire qui prévoit la possibilité de transmettre un rapport au procureur de la République si une organisation ne se présente pas à la convocation envoyée par donc le président de commission mixte paritaire. Donc on peut s'imaginer effectivement des épisodes passés autour de ces dispositions, mais en tous les cas, ça n'a pas été utilisé depuis longtemps à ma connaissance. Donc quelques chiffres sur ce réseau des CMP. Donc on parlait du nombre de branches aujourd'hui, alors autour de 230, mais effectivement c'est un paysage assez mouvant malgré tout. On a environ 60 branches qui sont en CMP aujourd'hui, donc environ un quart des branches professionnelles sont en situation de commission mixte paritaire. C'est un réseau de CMP qui évolue de manière assez permanente. On a par exemple en 2023 15 nouvelles CMP qui sont intervenus et à peu près autant qui ont cessé. Donc le réseau se maintient à peu près dans ces ordres de grandeur, mais avec une fluctuation, donc des branches qui rentrent ou sortent en CMP de manière permanente. Au niveau de la taille des branches, donc si je fais un 4 quarts, donc moins de 15 000 salariés, un quart, entre 15 000 et 50 000, un autre quart, entre 50 000 et 150 000, un troisième quart, et plus de 150 000 salariés, le dernier. Les deux plus grosses branches en termes d'effectifs salariés, donc qui sont en commission mixte paritaire, enfin je le dis parce que l'information est publique, donc c'est hôtel, café, restaurant, et la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif. Si on regarde la répartition sectorielle des CMP, c'est relativement équilibré. On trouve de l'industrie, des services, du santé sociale, de la culture. Qui demande les CMP? Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que ça provenait d'une demande d'organisations représentatives. Donc, il faut reconnaître que dans une majorité des cas, ça provient des organisations syndicales, mais ça n'est pas forcément la règle absolue. On a des demandes aussi d'organisations d'employeurs de mise en CMP, plutôt rares, et on a aussi, dans certains cas, des demandes conjointes d'une organisation d'employeurs et d'une organisation syndicale. Les motifs de demande de mise en CMP sont en général des aléas de négociation ou des reproches faits à l'une des parties à la négociation, notamment sur le thème très, très complexe de la loyauté des négociations. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que les nominations de CMP se font assez souvent, mais pas de manière absolue. Il y a évidemment d'autres contextes de mise en CMP tout à fait différents. Sur le rôle de PCM, et je fais très rapidement là-dessus. Donc oui, effectivement, le président de commission mixte paritaire, donc PCM, a un rôle de régulation des débats, avant tout. C'est un président de séance. Il peut avoir un rôle de facilitation. Et dans une version très aboutie, avec effectivement 7 éléments de confiance qui se construit avec le temps, avec les différentes organisations autour de la table, peut-être au bout d'un certain temps ce rôle de médiation, mais qui ne se construit certainement pas dès la mise en CMP. Est-ce que le passage en CMP est un élément de la vie de la branche ou est-ce que c'est un état permanent? Bien les deux. On a donc des branches qui rentrent et qui sortent en CMP, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais on a également une grande stabilité de certaines commissions mixtes paritaires où ce format de négociation est plutôt installé de fait et l'ensemble des organisations ou une grande partie des organisations d'employeurs et syndicales considèrent que ce format est entré dans les pratiques. C'est le cas par exemple, je citais tout à l'heure, de la branche hôtel, café, restaurant qui est en CMP depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on constate sur... Alors,
alors, les analyses quantitatives ont leurs limites, mais en tout cas, ce qu'on peut dire dans le bilan de la négociation collective, par exemple, c'est que les branches en CMP signent en moyenne un peu plus d'accords que les branches qui ne le sont pas. Donc 3,5 accords par an contre 2,7. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire parler ces chiffres, mais en tout cas, c'est un constat chiffré. Voilà. Je m'arrête ici. Non, je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, peut-être une ou deux questions maximum, parce que je vois qu'il est l'heure de donner la parole à... Ah oui, Monsieur le Président, je vous en prie. Tenez. Je voudrais juste rajouter un mot à l'exposé parfait de M. Drey, tiré de mon expérience personnelle comme directeur de l'inspection du travail des présidents de commissions mixtes. L'inspection du travail est un corps qui ne fait pas toujours l'unanimité dans tous les milieux, disons. Mais il y a vraiment une fonction dans laquelle ils font l'unanimité, c'est la fonction de président de commission mixte. Parce qu'il faut savoir que les inspecteurs du travail qui acceptent cette fonction sont tous volontaires. On ne désigne pas, à ma connaissance, d'office un inspecteur du travail comme président de commission mixte. Et c'est des gens qui s'investissent dans la négociation et c'est des vrais techniciens de négociation. Alors, ils ont d'emblée la confiance des organisations syndicales pour des raisons évidentes, mais très vite, ils acquièrent la confiance totale des organisations professionnelles qui voient très bien qu'ils ne s'en sortiront qu'avec leur aide. Et comme vous l'avez dit, enfin, au bout d'un moment, ils jouent un rôle de médiation. Moi, j'ai été l'un des nombreux directeurs à porter le véritable mythe de Sisyphe qui a été la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Et ben, ils ont négocié toujours en commission mixte et on a fini par la signer, cette convention mixte. Alors que la partie patronale, il y avait 3 fédérations qui allaient du groupe Accor au limonadier du coin. Donc, moi, je me souviens de les avoir reçus dans mon bureau. C'était 3 mondes sociaux totalement différents. Donc voilà, je voulais juste dire cet hommage. Merci, Président. Donc maintenant, une seule question dans la salle, peut-être, car je veux donner la parole à Bernard Tessier pour sa conclusion. Bon, bah écoutez, cher Bernard, je crois que nous vous attendons. Ah, Bernard, je te donne la parole et je sais que la tribune t'attend, ainsi que les micros.